Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture de Robinson Crusoe, roman écrit par William Defoe au XIXe siècle. Voici l'ouvrage en question que je vous propose de lire. Il est magnifique. Voici le dos. La page arrière. À l'intérieur, nous avons des gravures. Celle-ci est très jolie. Représentant Robinson. Je précise que je vais commencer ma lecture après que Robinson Crusoe a fait naufrage sur son île. Et donc, il va commencer à décrire son mode de vie. À présent, donc, que je dois retracer le tableau d'une vie solitaire, d'une vie telle qu'on n'a peut-être jamais entendu parler de rien de pareil en ce monde, je remonterai jusqu'au commencement et je continuerai avec ordre. C'était le 30e jour de septembre que je mis pied à terre pour la première fois dans ce désert, à l'époque de l'équinoxe d'automne, où le soleil dardait presque perpendiculairement ses rayons sur ma tête. Et je comptais, suivant mon estime, être vers la latitude de 9 degrés et 22 minutes au nord de la ligne. 10 ou 12 jours après, il me vint dans l'esprit que tôt ou tard, je ne pourrais calculer la marche du temps, faute de papier, de plumes et d'encre. Et que je ne pourrais plus distinguer les dimanches des jours de travail si je ne m'avisais de quelque expédient. Pour prévenir une si fâcheuse confusion, j'érigeai près du rivage, à l'endroit où j'avais pris terre pour la première fois, un grand poteau carré dont je fis une croix et sur lequel je traçai cette inscription. J'abordais ici le 30 septembre 1659. Sur les côtés de ce poteau, je marquais chaque jour un grand. Tous les 7 jours, j'en marquais un doublement grand, et tous les premiers du mois un autre, qui surpassait doublement celui du 7e jour. De cette manière, je me fis un calendrier, calculant avec soin les semaines, les mois et les années. Il faut observer que parmi le grand nombre de choses que je tirai du vaisseau, dans les différents voyages que j'y fis, il s'en trouva beaucoup de moins considérables à la vérité que celles dont j'ai parlé, mais qui pourtant ne m'étaient point d'un moindre usage, comme par exemple des plumes, de l'encre et du papier, et plusieurs objets que je trouvais dans les cabanes du capitaine, du maître et du charpentier. 3 ou 4 compas, des instruments de mathématiques, des cadrans, des lunettes d'approche, des cartes et des livres de navigation. J'avais pris tous ces objets pêle-mêle, sans me donner le temps d'examiner ce qui pourrait me servir ou non. Je trouvais aussi 3 bibles que j'avais reçues avec ma cargaison d'Angleterre et que j'avais pris soin de mettre parmi mes effets lorsque je partis du Brésil. Puis quelques livres portugais et, entre autres, 2 ou 3 livres de prières catholiques et plusieurs autres que j'eus grand soin de serrer. Nous avions aussi dans le vaisseau 2 chats et 1 chien. J'emportai les 2 chats avec moi. Le chien sauta du vaisseau dans la mer et vint me trouver à terre le jour où j'y amenai ma première cargaison. Pendant plusieurs années, il fit auprès de moi les fonctions d'un serviteur et d'un camarade fidèle. Jamais il ne me laissa remanquer de ce qui était capable d'aller chercher. Il employait son instinct à me procurer bonne compagnie. J'avais trouvé des plumes, de l'encre et du papier. Je tins donc un compte exact de tout ce qui m'arriva, aussi longtemps que dura mon encre. Mais quand elle fut finie, cela me devint impossible, parce que je ne trouvais aucun moyen d'en faire de nouvelles, et rien pour y suppléer. Ceci me fit souvenir que dans le magasin que j'avais amassé,
il me manquait encore quantité de choses. De ce nombre étaient premièrement une bêche, une pioche et une pelle pour creuser et pour transporter la terre. Ensuite, des aiguilles, des épingles et du fil. Quant à ce qui est de la toile, j'appris en peu de temps à m'en passer, sans beaucoup de peine. Ce manque d'outils était cause que je n'allais que lentement dans tout ce que je faisais. Et il se passa près d'1 an avant que j'eusse entièrement achevé mon enclos. Les pieux dont il était formé étaient si pesants que c'était tout ce que je pouvais faire de les soulever. Il me fallait tant de temps pour les couper dans les bois, pour les façonner et surtout pour les conduire jusqu'à ma demeure. Qu'un seul me coûtait quelquefois 2 jours, tant pour le couper que pour le transporter, et un 3e pour l'enfoncer en terre. Dans ce dernier travail, je me servais au commencement d'une grosse pièce de bois. Par la suite, j'imaginai qu'il serait plus commode de me servir d'un levier de fer, qu'il me fût facile de trouver et que j'employais à cet effet. Mais malgré ce secours, je ne laissais pas de trouver que c'était un rude exercice que celui d'enfoncer des palissades. Je n'avais pas sujet de me rebuter de la longueur d'un travail, quel qu'il fût. Je ne devais pas être avare de mon temps, et je ne sais point à quoi j'aurais pu l'employer si cet ouvrage eût été terminé. À moins que d'aller faire la visite de l'île pour chercher de la nourriture, et c'est aussi ce que je faisais chaque jour. Je commençai dès lors à examiner sérieusement ma position et à peser les circonstances dont elle était accompagnée. Je pris soin d'écrire l'état de mes affaires, non pas tant pour le laisser à mes successeurs, car il n'y avait pas d'apparence que j'en eusse jamais, mais pour éloigner de mon esprit les pensées désolantes qui venaient en foule l'accabler tous les jours. Je m'accoutumais donc déjà insensiblement à supporter ma situation. J'avais perdu l'habitude de regarder en mer pour voir si je ne découvrirais pas un vaisseau, ce que jusqu'alors je n'avais pas manqué de faire chaque jour. Cessant de perdre mon temps en choses vaines et souvent chagrinantes, je voulus désormais l'employer uniquement à me procurer tous les adoucissements possibles dans ce genre de vie. J'ai déjà décrit mon habitation que j'avais placée au pied d'un rocher et qui était une tente entourée d'un double rang de forts palissades garnies de câbles. Mais je pouvais bien maintenant donner à ma cloison le nom de muraille, car je l'avais effectivement murée en dehors d'un rang fort de gazon de 2 pieds d'épaisseur. Au bout d'1 an et demi environ, j'ajoutai des chevrons qui, prenant du haut de la palissade, appuyaient contre le rocher et que je garnis et entrelaçai de branches d'arbres et autres matériaux pour me garantir des pluies, si violentes en certains temps de l'année dans ces climats. J'ai raconté comment j'avais renfermé mes effets, tant dans cet enclos que dans la cave qui était derrière moi, ce qui ne faisait dans le commencement qu'un amas confus de meubles et d'outils qui, faute d'être bien rangés, occupaient toute la place, de sorte qu'il ne me restait pas pour me remuer. Je me mis en conséquence à élargir ma caverne et à travailler sous terre. Le rocher cédait assez facilement à mes efforts. Me voyant en sûreté du côté des bêtes féroces, j'avançai mes travaux dans le roc à main droite. Ensuite, tournant encore une seconde fois à droite, je parvins à me faire jour à travers pour pouvoir sortir par une porte qui fut indépendante de ma palissade ou de mes fortifications. Cet ouvrage me fournissait non seulement une espèce de porte de derrière à ma tente et à mon magasin, qui avait ainsi une entrée et une sortie, mais encore il me donnait de l'espace pour ranger mes meubles. C'est alors que je m'appliquai à fabriquer ceux qui m'étaient les plus nécessaires, et je commençai par une chaise et une table. Sans ces 2 commodités, je ne pouvais jouir du peu de douceur qui me restait encore dans la vie. Par exemple, je ne pouvais écrire à mon aise, ni manger avec plaisir, sans une table. Je mis la main à l'œuvre,
et je ne puis m'empêcher de remarquer que la raison est le principe et l'origine des mathématiques. Je n'avais manié de mes jours aucun outil, et cependant, par mon travail, par mon application, par mon industrie, je trouvais à la fin qu'il n'y avait aucune des choses qui me manquaient que je n'eusse pu faire si j'avais eu les outils nécessaires. Sans outils même, je fis plusieurs ouvrages, et avec le secours d'une hache et d'un rabot seulement, je vins à bout de quelques-uns. Ce qui n'était peut-être jamais arrivé auparavant, mais ce ne fut pas sans un travail infini. Si par exemple je voulais avoir une planche, je n'avais d'autre moyen que celui de couper un arbre, de le tailler les deux côtés jusqu'à le rendre suffisamment mince et de l'aplanir ensuite avec mon rabot. Il est bien vrai que par cette méthode, je ne pouvais faire qu'une planche d'un arbre entier, mais il n'y avait d'autre remède que la patience. Je me fis néanmoins une chaise et une table. C'est par là que je commençai. Et pour réussir, je me servis des morceaux de planches que j'avais amenés sur mon radeau. Quand j'eus fait les planches, je fabriquai de grandes tablettes de largeur d'1 pied et demi, que je plaçai l'une au-dessus de l'autre, tout le long d'un côté de ma caverne, pour y mettre mes outils, mes clous, ma ferraille. En un mot, pour arranger séparément toutes ces choses et les pouvoir trouver aisément. J'enfonçai pareillement des chevilles dans le rocher pour y fixer mes fusils et divers ustensiles qui pouvaient être suspendus. Quiconque aurait vu ma caverne l'aurait prise pour un magasin général de toutes les choses nécessaires. C'est alors que je commençai à tenir un journal de toutes mes actions. Dans les commencements, j'étais trop accablée, non pas du travail, mais des troubles de l'esprit, pour en faire un insupportable et qui ne fût pas rempli de choses insipides. Ayant enfin surmonté mes faiblesses, me voyant établie dans mon domicile, pourvu de meubles, avec une chaise et une table, le tout aussi bien conditionné qu'il m'avait été possible, je commençai à tenir le journal suivant, que je le continuai tant que dura mon encre. Le 30 septembre de l'an 1659, après avoir fait naufrage durant une horrible tempête, qui depuis plusieurs jours emportait le bâtiment hors de sa route, moi, malheureux Robinson Crusoé, seul échappé de tout l'équipage, que je vis périr devant mes yeux, étant plus mort que vif, je pris terre dans cette île, que j'ai cru pouvoir, à juste titre, appeler l'île du désespoir. Je passai tout le reste du jour à m'affliger de l'état affreux où j'étais réduit, n'ayant ni aliments, ni retraite, ni habits, ni armes, dénué de toute espérance de recevoir du secours, m'attendant à être la proie des bêtes féroces, la victime des sauvages, ou le martyr de la faim, ne voyant en un mot devant moi que l'image de la mort. À l'approche de la nuit, je montai sur un arbre, de peur des animaux sauvages, de quelque espèce qu'ils puissent être, et je dormis toute la nuit d'un profond sommeil. Le 1er octobre, je fus surpris de voir le matin que le vaisseau avait flotté avec la marée et qu'il s'était trouvé porté beaucoup plus près du rivage qu'auparavant. C'est un sujet de consolation pour moi de le voir dressé sur sa quille et tout entier. J'espérais que si le vent venait à s'abattre, je pourrais aller à bord, y trouver de quoi manger, y en tirer plusieurs choses pour fournir tant aux besoins qu'aux commodités de la vie. Une partie de cette journée se passa à me tourmenter par 1000 réflexions. Mais enfin, voyant que le vaisseau était presque à sec, je marchai sur le sable aussi loin que je pus, et je me mis à la nage pour aller à bord. Depuis le 1er octobre jusqu'au 24, tous ces jours furent employés à faire plusieurs voyages pour tirer du vaisseau tout ce que je pouvais emporter, le conduisant ensuite à terre sur des radeaux avec la marée montante. Il plut beaucoup pendant tout ce temps, quoique avec plusieurs intervalles de beau temps. Il paraît que c'était la saison des pluies. Le 24, je renversai mon radeau et tous les effets qui étaient dessus, mais j'en recouvrai une grande partie à la marée basse.
25, il fit une pluie qui dura toute la nuit et tout le jour, accompagnée de tourbillons de vent qui s'élevaient de temps en temps avec violence et qui mirent le vaisseau en pièces, tellement qu'il n'en paraissait plus que les débris. Encore n'était-ce que la fin du reflux. Je m'occupais ce jour-là à serrer les effets que j'avais sauvés, de crainte qu'ils ne se gâtassent à la pluie. Le 26 octobre, je me promenais pendant presque tout le jour, cherchant une place propre à fixer mon habitation, ayant fort à cœur de me mettre en sûreté contre les attaques nocturnes des sauvages ou des bêtes féroces. Vers la nuit, je plantai le piquet dans un endroit convenable, au pied d'un rocher, et je tirai un demi-cercle pour marquer les limites de mon campement, que je résolus de fortifier d'un ouvrage composé de 2 rangs de palissades, dont l'entre-deux serait rempli de câbles et le dehors de gazon. Depuis le 26 jusqu'au 30, je travaillais avec ardeur à porter mes effets dans mon habitation nouvelle, quoiqu'il plût excessivement pendant une partie de ce temps-là. Le 31 au matin, je sortis avec mon fusil pour aller dans l'île à la découverte et à la chasse. Je tuai une chèvre dont le chevreau me suivit jusque chez moi, mais comme il ne voulait point manger, je fus obligée de le tuer. Le 1er novembre, je dressai ma tente au pied du rocher. Je la fis aussi spacieuse que je pus, la soutenant sur des piquets que je plantai et auxquels je suspendis mon branle. J'y couchai pour la première fois. Le 2 novembre, je plaçai tous mes coffres, toutes les planches et toutes les pièces de bois dont j'avais composé mes radeaux autour de moi. Et je m'en fis un rempart un peu en dedans du cercle que j'avais marqué pour ma forteresse. Le 3, je sortis avec mon fusil et je tuai 2 oiseaux semblables à des canards qui me fournirent un très bon manger. L'après-dîner, je me mis à travailler pour faire une table. Le 4 au matin, je continuai de suivre une règle que je me fis une loi d'observer désormais chaque jour. C'était de diviser mon temps pour travailler, pour m'aller promener, pour dormir et pour mes petits divertissements. Le matin, j'allais dehors avec mon fusil pendant 2 ou 3 heures, s'il ne pleuvait pas. Ensuite, je me mettais à travailler jusqu'à environ 11 heures. Et après, je mangeais ce que la Providence et mon industrie m'avaient préparé. À midi, je me couchais pour dormir jusqu'à 2 heures, parce qu'il faisait extrêmement chaud à cette heure-là. Enfin, je retournais au travail sur le soir. Je consacrais cette journée et les suivantes à finir ma table. Le 5 novembre, je sortis avec mon fusil et mon chien, et je tuai un chat sauvage. La peau en était toute douce, mais la chair n'en valait rien. J'écorchais tous les animaux que je tuais et j'en conservais la peau. Et en revenant le long de la côte, je vis plusieurs oiseaux de mer qui m'étaient inconnus. Le 6, après ma promenade du matin, je me mis à travailler à ma table et je la terminai. Il est vrai que je ne la trouvais pas faite à mon goût, mais aussi je ne fus pas longtemps sans en corriger les défauts. Le temps commença le 7 à se mettre au beau. Je ne travaillerai à autre chose qu'à me faire une chaise pendant les 7, 8, 9, 10 et une partie du 12. Je ne parle pas du 11, parce que c'était le dimanche, suivant mon calendrier. Et peu de temps, je négligeais l'observation du dimanche, parce qu'ayant omis de graver le cran qui les désignait, j'oubliais l'ordre des jours. Le 13 novembre, il tomba une pluie qui me rafraîchit beaucoup et fit un grand bien à la terre. Dès qu'elle fut passée, je pris la résolution de partager mes provisions de poudre en autant de petits paquets que je pourrais en faire,
pour la mettre parfaitement en sécurité. Le 14, le 15 et le 16, j'employais ces 3 jours à faire de petites boîtes carrées qui pouvaient tenir 1 ou 2 livres de poudre tout au plus. Après les avoir remplies, je les plaçais dans plusieurs endroits différents, les éloignant les unes des autres autant que possible. Je tuai l'un de ces 3 jours un oiseau dont la chair était bonne à manger. Le 17, je commençai à creuser le rocher qui était derrière ma tente pour me mettre plus au large et à mon aise. Il me manquait 3 choses fort nécessaires pour cet ouvrage, à savoir une pioche, une pelle et une brouette ou un panier. Je discontinuai donc mon travail et me mis à songer comment je ferais pour suppléer à ces outils. Quant à la pioche, je la remplaçais facilement par des leviers de fer qui étaient assez propres, quoique un peu pesants. Mais pour la pelle, la seule grande chose qui me manquait. Elle m'était d'un besoin si absolu que sans elle, je ne pouvais rien faire. Et je ne savais pas encore par quelle invention la remplacer. Le lendemain, le 18 novembre, en cherchant dans les bois, je trouvai une espèce d'arbre qui, s'il n'était pas celui que les Brésiliens appellent bois de fer, à cause de son extrême dureté, lui ressemblait du moins beaucoup. Je me fatiguai singulièrement à en couper une pièce, après avoir endommagé une hache. Et ce ne fut pas à moins de frais que je la portai jusqu'à mon domicile, car elle était très pesante. La dureté excessive du bois, jointe à la manière dont j'étais obligée de m'y prendre, fut cause que je mis beaucoup de temps à construire cette machine. Enfin, peu à peu, je lui donnai la forme d'une pelle ou d'une bêche. Elle avait la queue exactement faite comme celle dont on se sert en Angleterre. Mais le plat n'en était pas garni en fer tout autour. Elle ne pouvait avoir autant de durée. Cependant, elle ne laissa pas de suffire aux usages auxquels j'avais dessein de la faire servir. Il me manquait encore un panier ou une brouette. Je ne pouvais en aucune manière faire un panier, n'ayant pas, ou du moins ne sachant pas qu'il y eût dans l'île ni saule, ni osier, ni autre arbre de cette espèce dont les branches fussent propres à faire ces sortes d'ouvrages. Quant à la brouette, il me semblait que j'en viendrais à bout, excepté pourtant de la roue, dont je n'avais aucune notion, et pour la fabrication de laquelle je ne me sentais pas le moindre talent. Je n'avais d'ailleurs rien pour forger l'essieu de fer qui doit passer dans le moyeu, et je fus obligée de renoncer à fabriquer cet outil. Pour porter hors de ma caverne la terre que j'abattais en bêchant, je me servis d'un instrument assez semblable à l'oiseau qu'emploient les manœuvres pour porter le mortier. La façon de ce dernier instrument ne me coûta pas tant de peine que celle de la pelle. Mais l'un et l'autre, joints à l'essai inutile que je fis pour voir si je pouvais venir à bout d'une brouette, ne me tinrent pourtant pas moins de 4 jours entiers. Sauf ma promenade du matin. Je manquais rarement de la faire avec mon fusil et d'en revenir sans apporter au logis quelque chose de bon à manger. Le 23 novembre, mon autre travail ayant été interrompu jusqu'ici parce que je m'étais occupée à faire des outils, je le repris dès qu'ils furent achevés, travaillant chaque jour autant que mes forces et les règles que je m'étais prescrites pour la distribution de mon temps me le permettaient. Je mis 18 jours à élargir et à creuser ma caverne de manière à pouvoir y serrer commodément mes effets. Le 10 décembre, je regardais déjà ma voûte comme achevée, lorsqu'il se détacha tout d'un coup une grande quantité de terre du haut de l'un des côtés, avec un tel fracas que j'en fus extrêmement effrayée. Et ce n'était pas sans raison, car si je me fusse trouvée dessous, c'en était fait de moi. J'eus bien de la peine à réparer ce désastre, car il fallut emporter d'abord la terre qui était tombée, et ensuite, ce qui était encore plus important, il fallut étançonner la voûte pour prévenir un pareil accident. Voici l'illustration correspondante à
ce que je viens de lire. Le 17. Dès ce jour, jusqu'au 20e, je m'occupais à placer des tablettes et à ficher des clous dans les étançons pour suspendre tout ce qui était susceptible. À partir de ce moment, je pus me vanter de l'ordre et de l'arrangement de ma demeure. Le 20 décembre, je commençais à porter mes meubles dans ma caverne, à garnir ma maison et à faire une table de cuisine pour apprêter mes viandes. Je me servis de planches pour cet effet, mais cette matière commençait à devenir rare. Le 24, il plut beaucoup tout le jour et toute la nuit, et il n'y eut pas moyen de sortir. Le 25 et le 26, il plut encore tout le jour. Le 27, je tuai un chevreau et j'en blessai un autre, que je finis par rattraper et que j'amenai en laisse au logis. Dès que je fus arrivée, je lui raccommodai la jambe et la lui rendai. J'en pris un tel soin qu'il survécut et devint bientôt aussi fort que cette jambe-là que de l'autre. Après l'avoir gardé longtemps, il s'apprivoisa avec moi et il passait sur la verdure qui était dans mon enclos sans jamais prendre la fuite. C'est alors que me vint la première pensée d'entretenir des animaux privés, afin d'avoir de quoi me nourrir quand une fois ma poudre et mon plomb seraient consommés. Le 28 et le 29, le 30 décembre, il fit de grandes chaleurs qui n'étaient modérées par aucun vent. Il n'était possible de sortir que le soir, moment où j'allais chercher à manger. Le 1er janvier 1660, il fit encore très chaud. Je sortis de bon matin et vers le soir avec mon fusil. Cette fois, m'étant avancé dans les vallées qui sont à peu près au centre de l'île, je vis qu'il y avait une grande quantité de boucs. Ils étaient extrêmement sauvages et de difficiles accès. Et je résolus d'essayer une fois d'amener mon chien pour voir s'il ne pourrait point les chasser vers moi. Le 2, je me mis en campagne avec mon chien, suivant mon projet de la veille, et je le lançai contre les boucs. Mais je vis que je m'étais trompée dans mon calcul, car ils se joignirent de tous côtés, faisant tête contre lui. Il fut assez prudent pour reconnaître le péril et ne pas vouloir en approcher. Le 3, je commençai mes fortifications ou mon mur, et comme j'avais toujours quelque crainte d'être attaquée, je n'oublie rien pour rendre l'ouvrage bien épais et bien fort. Ayant déjà fait la description de cette muraille, j'omets ici ce que j'en disais dans mon journal. Il suffit de faire observer que j'employais beaucoup de temps pour la construire et que j'y travaillais depuis le 3 janvier jusqu'au 14 avril. Je me fatiguais beaucoup dans cet intervalle de temps, pendant lequel je me vis souvent empêchée par la pluie. Non seulement plusieurs jours, mais quelquefois des semaines entières et des mois. Il est vrai que je ne me trouvais point en sûreté jusqu'à ce que cette muraille fût finie. Et il est aussi difficile de croire que d'exprimer ce qu'il m'en coûta de travail pour apporter les palissades de la forêt et les enfoncer en terre. Cette muraille finie quand je l'eus surmontée d'une autre, que j'élevais en dehors avec du gazon. Je me persuadais que personne ne s'apercevrait qu'il y eût là une habitation. Et je m'applaudis de m'y être pris de la sorte. Cependant, je parcourais tous les jours les bois pour tirer quelques gibier, à moins que la pluie ne m'en empêchât. Et dans ces promenades réitérées, il m'arrivait souvent de découvrir tantôt une chose, tantôt une autre, qui pour la plupart m'était avantageuse. Néanmoins, je m'apercevais dans l'administration de mon ménage qu'il me manquait bien des choses. Je crus au commencement qu'il me serait impossible de réussir à les fabriquer. Ce qui fut vrai pour quelques-unes, par exemple, je ne pus jamais venir à bout d'achever un tonneau. Et d'y mettre des cercles.
J'avais bien un ou deux petits barils, mais je n'eus point assez d'adresse pour en construire sur ces modèles, malgré tous mes efforts pendant plusieurs semaines. Il me fut impossible d'y mettre les fonds, ou de joindre assez bien les douves pour y faire tenir de l'eau. J'abandonnai enfin ce projet. Une autre chose me manquait, c'était de la chandelle. Et il m'était bien incommode de m'en passer, car je me voyais forcée de me coucher dès qu'il faisait nuit, ce qui arrivait ordinairement à 7 heures. Cela me fit souvenir de la masse de cire dont je fis les chandelles lors de mon aventure d'Afrique. Mais j'en avais alors qu'un tout petit morceau. L'unique moyen dont je pus m'aviser pour parer à cet inconvénient fut lorsque j'avais tué un bouc d'en conserver la graisse. Ensuite, je fis sécher au soleil un petit plat de terre que je m'étais façonné. Puis, prenant du fil du carré pour servir de mèche, je trouvai le moyen de faire une lampe dont la flamme n'était pas si lumineuse que celle de la chandelle et répandait une lueur sombre. Au milieu de tous ces travaux, il m'arriva de trouver, en fouillant parmi mes meubles, un sac qui avait été rempli de grains dans l'intention de nourrir de la volaille, non pour ce voyage, mais pour le précédent. Ce qui restait de blé avait été rongé par les rats, et je n'y voyais plus que de la balle et de la poussière. Or, comme j'avais besoin du sac pour autre chose, j'allais le vider et en secouer les balles et les restes au pied du rocher, à côté de mes fortifications. Cela eut lieu peu de temps avant les grandes pluies dont je viens de parler. Et je mis si peu d'attention quand je jetais cette poussière qu'au bout d'un mois environ, il ne m'en restait pas le moindre souvenir, lorsque j'aperçus, çà et là, quelques tiges qui sortaient de terre. Je les pris d'abord pour des plantes que je ne connaissais point, mais quelque temps après, je fus étonnée de voir 10 ou 12 épis venus à maturité, qui étaient d'une orge verte, parfaitement bonne, de la même espèce que celle d'Europe, et qui plus est aussi belle qu'elle aurait pu l'être en Angleterre. Quand je fus croître de l'orge dans un climat que je croyais n'être nullement propre à la production de blé, ignorant la cause de cet événement, je fus saisie d'étonnement, et je me mis dans l'esprit que Dieu avait fait croître ce blé miraculeusement, sans le concours d'aucune semence, et qu'il avait opéré ce prodige uniquement pour me faire subsister dans ce désert. Je travaillais assidûment, comme je l'ai dit, pendant 3 mois et demi à bâtir ma muraille, et je la fermai le 14 avril, après m'en être ménagé l'entrée au moyen d'une échelle qui me servait à passer par-dessus, et non d'une porte, de peur qu'on en remarquât de loin mon habitation. Le 16 avril, je finis mon échelle avec laquelle je montais sur mes palissades. Ensuite, je l'enlevai et la mis en terre en dedans de l'enclos, qui était tel qu'il me le fallait, car il y avait un espace suffisant, et rien n'y pouvait entrer qu'en passant par-dessus la muraille. Dès le lendemain que cet ouvrage fut achevé, je faillis voir renverser subitement tous mes travaux, et perdre moi-même la vie. Je travaillais derrière ma tente, lorsque tout à coup, je vis la terre s'ébouler du haut de ma voûte et de la cime du rocher qui pendait sur ma tête. 2 des piliers que j'avais placés dans ma caverne craquèrent horriblement. Et n'en sachant point encore la véritable cause, je crus que c'était la chute d'une quantité de matériaux, comme cela était déjà arrivé une fois. De peur d'être enterré dessous, je m'enfuis au plus vite vers mon échelle et, ne m'y croyant pas en sûreté, je passai par-dessus ma muraille, pour m'éloigner et me dérober à des morceaux entiers du rocher que je croyais à tout moment près de fondre sur moi. À peine avais-je le pied à terre, de l'autre côté de ma palissade, que je vis clairement qu'il y avait un épouvantable tremblement de terre. 3 fois le terrain sur lequel j'étais trembla sous mes pieds. Entre chaque secousse, il y eut un intervalle d'environ 8 minutes. Et les 3 furent si violentes
que les édifices les plus solides et les plus forts en auraient été renversés. Tout le côté d'un rocher, situé à environ une demi-mille de moi, tomba avec un bruit qui égalait celui du tonnerre. L'océan même me parut ému de ce prodige. Et je crois que les secousses étaient encore plus violentes sous les ondes que dans l'île. Le mouvement de la terre m'avait donné des nausées, comme aurait fait celui d'un vaisseau battu par la tempête si j'avais été sur mer. Je n'avais vu ni entendu jamais rien de semblable. L'étonnement dont j'étais saisie me glaçait le sang dans les veines et enchaînait en quelque façon toutes les puissances de mon âme. Mais le fracas causé par la chute du rocher vint frapper mes oreilles et m'arracher de l'état d'insensibilité où j'étais plongée, pour me remplir d'horreur et d'effroi, en ne me laissant apercevoir que des objets terribles, entre autres une montagne, tout près de s'abîmer sur ma tente et d'ensevelir toutes ses ruines, toutes mes richesses. Cette pensée me rejeta dans ma première léthargie. Mais enfin, voyant que les 3 secousses n'étaient suivies d'aucune autre, je commençai à reprendre courage, sans oser néanmoins passer par-dessus ma muraille, de peur d'être enterré tout vif. Je demeurai immobile, assis à terre. Cependant, l'air s'obscurcissait et le ciel se couvrait de nuages, comme s'il allait pleuvoir. Bientôt, après, le vent s'éleva peu à peu et devint si violent qu'en moins d'une demi-heure, il y eut un ouragan furieux. Vous auriez vu la mer blanchie de son écume, le rivage inondé par les flots, les arbres arrachés du sein de la terre et tous les ravages de la plus affreuse tempête. Elle dura près de 3 heures, puis diminua. Le calme se rétablit au bout de 3 autres heures et il commença à pleuvoir abondamment. J'étais dans la même situation de corps et d'esprit quand tout à coup je réfléchis que ces vents et cette pluie étant d'une suite naturelle du tremblement de terre, il fallait que ce dernier fût terminé et que je pouvais me hasarder à retourner dans ma demeure. Ces pensées me ranimèrent et la pluie aidant encore à me persuader, j'allais m'asseoir sous ma tente. Mais j'y étais à peine que j'appréhendais de la voir renversée par la violence de la pluie. Et je fus forcée de me retirer dans ma caverne, quoiqu'en même temps je tremblasse de peur qu'elle ne s'écroulât sous ma tête. Ce déluge m'obligea de faire au travers de mes fortifications une espèce de canal ou de ruisseau, afin de ménager un écoulement aux eaux, sinon elles eussent inondé ma caverne. Après être restée à l'abri pendant quelque temps, je vis que le tremblement de terre était passé. Je commençai à recouvrer ma tranquillité, et pour soutenir mon courage, qui en avait assurément grand besoin, je m'en allai à l'endroit où était ma petite provision, pour me fortifier d'un trait de rhum. Mais alors, comme en toute autre occasion, j'en usai fort sobrement, sachant très bien que quand mes bouteilles seraient une fois épuisées, il n'y aurait plus moyen de les remplir. Il continua de pleuvoir toute la nuit et une partie du lendemain, tellement qu'il n'y eut pas moyen de mettre le pied dehors. Mais comme je me possédais déjà mieux, je commençai à réfléchir sur le meilleur parti que j'avais à prendre. Je conclus que l'île était sujette à des tremblements, il ne fallait absolument pas faire ma demeure dans une caverne, mais qu'au contraire, je devais songer à me bâtir une cabane dans un lieu découvert et dégagé, où je me fortifierais d'une muraille telle que la première, persuadée que si je restais dans le même endroit, il deviendrait infailliblement mon tombeau. Les 2 jours suivants, les 19 et 20 avril, je n'eus l'esprit occupé à autre chose que de l'endroit que je choisirais pour transférer ma demeure.
La crainte d'être enterré tout vif faisait que je ne dormais jamais tranquillement. Celle que j'avais de coucher hors de ma forteresse, dans un lieu tout ouvert et sans défense, était presque aussi grande. Et quand je regardais autour de moi, lorsque je considérais le bel ordre où j'avais mis toutes choses, combien j'étais sûrement cachée, combien j'avais peu à craindre les attaques, je sentais la plus grande répugnance à déménager. De plus, je me représentais que je serais longtemps à faire de nouveaux ouvrages et qu'il me fallait, malgré les risques, rester où j'étais, jusqu'à ce que j'eusse formé une espèce de campement et que je l'eusse suffisamment fortifié pour y prendre mon logement en toute sûreté. De cette manière, je me mis l'esprit en repos pour un temps et je résolus de travailler incessamment à la construction d'une muraille avec des palissades et des câbles, comme j'avais fait la première fois, de renfermer mes travaux dans un plus petit cercle et d'attendre pour déloger qu'ils fussent finis et perfectionnés. C'est le 21 que ce dessin fut arrêté. Le 22 avril, dès le matin, je songeais au moyen de le mettre à exécution. Mais je me trouvais fort en arrière du côté de mes outils. J'avais 3 baies aiguës et une multitude de haches, parce que nous en avions embarqué une provision pour trafiquer avec les Indiens. Mais ces instruments, à force de charpenter et de couper du bois dur et noueux, avaient le taillant tout émoussé et dentelé. Et quoique je possédasse une pierre à aiguiser, je n'avais cependant pas le secret de la tourner pour en faire usage. Cet obstacle tourmenta beaucoup mon esprit. À la fin pourtant, j'inventai une roue attachée à un cordon, par le moyen duquel je pusse donner le mouvement à la pierre avec mon pied, tandis que j'aurais les 2 mains libres. Je n'avais jamais vu une telle invention en Angleterre, ou du moins je n'avais point remarqué comment elle était pratiquée, quoiqu'il y soit fort commune à ce que j'ai pu voir depuis. Ma pierre était fort grosse et fort lourde, et cette machine me coûta une semaine entière de travail pour la rendre parfaite. Chapitre 10. Un jour, m'avançant vers la pointe occidentale de l'île, plus que d'habitude, je crus apercevoir, d'une hauteur où j'étais, une chaloupe bien loin en mer. J'avais trouvé quelques lunettes d'approche dans un des coffres que j'avais sauvés du vaisseau, mais par malheur, je n'en avais pas alors sur moi, et je ne pus distinguer l'objet en question, quoique j'eusse fatigué mes yeux à force de diriger mes regards vers lui. Je restai ainsi dans l'incertitude si c'était une chaloupe ou non. Cela me fit prendre la résolution de ne plus sortir sans emporter une de mes lunettes. Étant descendu de la colline et me trouvant dans un endroit où je n'avais jamais été, je fus pleinement convaincu d'un vestige d'homme n'était pas une chose fort rare dans mon île, et que si la Providence ne m'avait pas jeté du côté où les sauvages ne venaient jamais, j'aurais su qu'il était très ordinaire aux canots du continent de chercher une rade dans cette île quand ils se trouvaient par hasard trop avant dans la haute mer. J'aurais appris encore, d'après quelques combats entre les canots des différents peuplades. Les vainqueurs menaient leurs prisonniers sur mon rivage pour les tuer et pour les manger. Un spectacle qui s'offrit alors à moi sur le rivage du côté du sud-ouest, m'instruisit de toutes ces particularités et me remplit également d'étonnement et d'horreur. J'aperçus la terre parsemée de crânes, de mains, de pieds et d'autres ossements humains. Près de là étaient les restes d'un feu et un banc creusé dans la terre en forme de cercle, où sans doute ces cannibales s'étaient placés pour faire leur épouvantable festin. Cette vue cruelle suspendit pour quelque temps l'idée de mes propres dangers. Toutes mes appréhensions étaient étouffées par les impressions que me donnait cette brutalité repoussante. J'en avais entendu parler souvent, et cependant, la vue ne m'en choqua pas moins que si la chose ne m'était jamais venue à l'imagination. Je détournai mes yeux de ces restes affreux, j'éprouvai des angoisses déchirantes, et je serais tombée en faiblesse si la nature ne m'avait soulagée par un vomissement violent.
Quoique revenu à moi-même, je ne pus me résoudre à rester dans cet endroit et je tournai mes pas vers ma demeure. Quand je me fus éloignée de cet horrible spectacle, je m'arrêtai comme un homme frappé de la foudre. Et reprenant mes sens, j'ai levé mes yeux au ciel, le cœur attendri et les yeux pleins de larmes. Je rendis grâce à Dieu de ce qu'il m'avait fait naître dans une partie du monde éloignée de ce peuple barbare. L'âme pleine de ces sentiments de reconnaissance, je revins chez moi plus tranquille, car j'étais persuadée que ces êtres féroces n'abordaient jamais l'île dans le dessein d'y faire quelque butin, n'ayant besoin d'y rien y chercher ou ne croyant pas y trouver grand-chose. J'avais passé déjà 18 ans sans rencontrer personne. Et je pouvais espérer d'en passer encore autant avec le même bonheur, pour peu que je ne découvrisse point moi-même ce qui n'était nullement mon dessein. À moins que de trouver l'occasion de faire connaissance avec une meilleure espèce d'homme que des cannibales. Cependant, l'horreur qui me resta de leur brutale coutume me jeta dans une espèce de mélancolie et me tint pendant 2 ans renfermée dans mes domaines. J'entends par là mon château, ma maison de campagne et mon nouvel enclos dans les bois. Je n'allais dans ce dernier lieu, qui était la demeure de mes chèvres, qu'à la dernière extrémité, tant je craignais de rencontrer ces féroces sauvages. Je n'avais garde non plus d'aller examiner l'état de ma chaloupe, et je résolus d'en construire une autre. Enfin, le temps et la certitude où j'étais que je ne courais aucun risque d'être découvert me firent reprendre peu à peu ma manière de vivre ordinaire, excepté pourtant que j'avais l'œil plus au guet qu'auparavant, et que je ne tirais plus sur mon fusil, de peur d'exciter la curiosité des sauvages, si par hasard ils se trouvaient dans l'île. Mais à présent, mon esprit inventif s'était tourné d'un tout autre côté, et je ne faisais que songer nuit et jour aux moyens de détruire quelques-uns de ces monstres au milieu de leurs divertissements sanguinaires, et de sauver leurs victimes s'il était possible. Mais tout cela n'aboutissait à rien. Mon unique ressource était moi-même, en moi-même. Et que pouvait faire un seul homme au milieu d'une trentaine de gens armés de javelots, de dards et de flèches, dont les coups étaient aussi sûrs que ceux de mes armes à feu? Quelquefois, je songeais à creuser une mine sous l'endroit où ils faisaient leur brasier et y placer 5 ou 6 livres de poudre à canon qui, s'allumant dès que le feu y pénétrerait, ferait sauter en l'air tout ce qui se trouverait aux environs. Mais j'étais fâchée d'employer tout d'un coup tant de poudre, car ma provision ne consistait plus que dans un seul baril. De plus, je ne pouvais avoir aucune certitude du bon effet de ma mine, qui peut-être n'aurait fait que leur crier les oreilles, sans leur donner assez de frayeur. Pour leur faire abandonner l'île pour toujours. Je renonçai donc à cette entreprise, et je me proposais de mettre en embuscade dans un lieu convenable, avec mes 3 fusils chargés à double charge, et de tirer sur eux au milieu de leur cérémonie sanguinaire, bien certain d'en tuer un, ou d'en blesser au moins 2 ou 3 à chaque coup, et de venir facilement à bout du reste, fussent-ils une vingtaine, en tombant sur eux avec mes 3 pistolets et mon sabre. J'employai plusieurs jours à chercher un endroit favorable à mon embuscade, et je descendis même fréquemment vers le lieu de leur festin, avec lequel je commençais à me familiariser, surtout dans le temps où mon esprit était plein d'idées de vengeance et de carnage, car je n'étais que plus animée à l'exécution de mon dessein par les marques de la barbarie de ces anthropophages. À la fin, je trouvai une place commode sur un des côtés de la colline, d'où je pouvais attendre en sûreté l'arrivée de leur barque, et me glisser dans le plus épais du bois. J'avais découvert un arbre assez creux pour me cacher entièrement. De là, je pouvais épier tous leurs mouvements et viser sur eux quand ils se trouveraient rangés autour de leur épouvantable festin.
Satisfait de cette découverte et décidé à exécuter mon entreprise, je préparai 2 mousquets et mon fusil de chasse. Je chargeai chacun des premiers de ferraille et de 4 ou 5 balles de pistolet, et l'autre d'une poignée de la plus grosse dragée. Je fis couler 4 balles dans chaque pistolet. Ainsi fourni de munitions pour une seconde et une troisième décharge, je me préparai au combat. Dans cette résolution, je ne manquai pas de me trouver tous les matins au sommet de la colline, éloigné de mon château d'un peu plus d'une lieue. Mais je ne fus plus de 2 mois en sentinelle de cette manière, sans faire la moindre découverte et sans la moindre barque. Non seulement près du rivage, mais même dans tout l'océan. Pendant tout ce temps, je persistais dans mon projet avec la même ardeur, et je continuais à être dans la disposition nécessaire pour massacrer une trentaine de ces sauvages, afin de les punir d'un crime auquel je n'étais intéressé que par la chaleur d'un faux zèle. Ces considérations calmèrent ma fureur, et peu à peu je renonçai aux mesures que j'avais prises, concluant qu'elles étaient injustes, et qu'il fallait attendre pour les exécuter que les sauvages eussent commencé les hostilités. Je pris cette résolution d'autant plus volontiers que le premier parti, loin d'être un moyen de me conserver, tendait absolument à ma ruine, car c'était assez qu'un seul sauvage m'échappe pour qu'il donne de mes nouvelles à tout son peuple et l'amène dans l'île afin de venger la mort de ses compatriotes. Je conclus donc que la raison et la politique devaient me détourner également de me mêler des actions des sauvages, et que mon unique affaire était de me tenir à l'écart et de ne pas se faire soupçonner par la moindre marque qu'il y eût d'un être raisonnable dans l'île. Je restai pendant 1 année entière si éloigné de chercher le moyen d'attaquer les sauvages que je ne daignai pas monter une seule fois sur la colline pour examiner s'ils avaient débarqué ou non, craignant toujours d'être tenté, par quelque occasion avantageuse, de renouveler mes desseins sur eux. Je ne fis qu'éloigner de là mon canot et le conduire au côté oriental de l'île, où je le plaçai dans une cavité que je trouvai sous des rochers élevés, et que les courants rendaient impraticables à ceux des sauvages. Je vécus depuis ce temps-là plus retiré que jamais, ne sortant que pour m'acquitter de mes devoirs ordinaires, c'est-à-dire pour traire mes chèvres et nourrir le petit troupeau que j'avais caché dans le bois, et qui, étant tout à fait de l'autre côté de l'île, se trouvait hors d'attaque. Selon toutes les apparences, les cannibales n'étaient pas d'humeur à abandonner jamais le rivage où ils avaient été souvent. Lorsque j'y pensais, je réfléchissais avec horreur à la situation dans laquelle j'aurais été si je les eusse rencontrés quand, nus et désarmés, je n'avais pour ma défense qu'un seul fusil chargé de dragées. Dans ce temps-là, je parcourais sans cesse toute mon île. Quelle aurait été ma frayeur si, au lieu de voir un seul vestige, j'eusse trouvé une vingtaine de sauvages qui n'auraient pas manqué de m'atteindre bientôt par la vitesse extraordinaire de leur course. J'avoue que les inquiétudes et les dangers dans lesquels je passais ma vie m'avaient détourné entièrement du soin de mes commodités, et que je ne songeais plus à vivre qu'à vivre agréablement. Je ne me souciais plus de mettre en clou quelque part, ni d'affermir un morceau de bois, de crainte de faire du bruit. J'avais encore moins la hardiesse de tirer un coup de fusil, et c'était avec toute l'inquiétude possible que je me hasardais à allumer du feu, dont la fumée, visible à une grande distance, pouvait aisément me trahir. Je transportais les choses qui demandaient l'emploi du feu du côté de mon appartement dans le bois, où je trouvai enfin, après plusieurs allées et venues, et avec tout le ravissement imaginable, une cave naturelle d'une grande étendue, dont j'étais sûre que jamais sauvage n'aurait vu l'ouverture,
bien loin d'être assez hardi pour y pénétrer, ce que peu d'hommes eussent osé hasarder, à moins que d'avoir comme moi un besoin extrême d'une retraite assurée. L'entrée de cette caverne était derrière un grand rocher, et je la découvris par hasard, ou, pour parler plus sagement, par un effet particulier de la Providence. En coupant quelques grosses branches d'arbres pour les brûler et en conservant le charbon. Dès que j'eus trouvé cette ouverture derrière quelques broussailles épaisses, ma curiosité me porta à y entrer, ce que je fis avec peine. J'en trouvai le dedans suffisamment large pour m'y tenir debout. Mais j'avoue que j'en sortis avec plus de précipitation que je n'y étais entrée lorsque, portant mes regards plus loin dans cet antre obscur, j'eus aperçu deux grands yeux brillants, comme deux étoiles, sans savoir si c'étaient les yeux d'un homme ou d'un animal redoutable. Après quelques moments de délibération, je revins à moi et je me reprochai ma faiblesse, moi qui vivais depuis 20 ans dans ce désert et qui avait l'air plus effroyable peut-être que tout ce qu'il pouvait y avoir d'affreux dans la caverne. Je repris courage et, me saisissant d'un tison enflammé, je rentrai dans l'antre d'une manière brusque. Mais à peine eus-je fait 3 pas en avant que ma frayeur redoubla par un grand soupir que j'entendis, suivi d'un son semblable à des paroles mal articulées et d'un autre soupir encore plus terrible. Une sueur froide couvrit mon corps, et si j'avais eu un chapeau sur la tête, je crois que mes cheveux, à force de se dresser, l'auraient fait tomber par terre. Je fis cependant tous mes efforts pour dissiper ma crainte, et avançant avec intrépidité, je découvris un vieux bouc d'une grandeur extraordinaire, couché à terre et près de mourir de vieillesse. Le vieux bouc mourut le jour d'après ma découverte, à l'entrée de la caverne, où je trouvais plus à propos de l'enterrer que de m'efforcer à tirer son cadavre dehors. J'étais alors dans ma 23e année de ma résidence dans cette île, et si accoutumée à ma manière d'y vivre, que sans la crainte des sauvages, j'aurais été en quelque sorte content d'y passer le reste de mes jours, et de mourir dans la grotte où j'avais donné la sépulture au pauvre animal. Je m'étais même ménagé de quoi m'amuser et me divertir, ressource qui m'avait manqué autrefois. J'avais enseigné à parler à mon perroquet, et il s'en acquittait si bien que sa conversation fut un grand agrément pour moi pendant tout le temps que nous avons vécu ensemble. Mon chien me fut encore une agréable et fidèle compagnon pendant 16 ans, après lesquels il mourut de vieillesse. Le reste de ma maison consistait en 2 chevreaux que j'avais accoutumés à manger dans ma main et 2 autres perroquets qui chassaient assez bien pour prononcer Robinson Crusoe, mais qui étaient fort éloignés de la perfection de l'autre, pour lequel aussi j'avais pris soin avec beaucoup de peine. Je possédais encore quelques oiseaux de mer dont j'ignorais les noms. Je les avais attrapés sur le rivage et leur avais coupé les ailes. Ils habitaient pondés dans le jeune bois planté de mes mains, devant le retranchement de mon château, et ils contribuaient beaucoup à mon divertissement. J'étais content, pourvu toutefois que les sauvages ne vinssent pas troubler ma tranquillité. Le ciel en avait ordonné autrement, et je conseille à tous ceux qui liront mon histoire d'en tirer la réflexion suivante. Combien de fois n'arrive-t-il pas dans le cours de notre vie que le mal que nous évitons avec le plus grand soin, et qui nous paraît le plus terrible quand nous y sommes tombés, est pour ainsi dire la porte de notre délivrance et l'unique moyen de finir nos malheurs. Cette vérité a été surtout remarquable pendant les dernières années de ma vie solitaire dans cette île, comme le lecteur le verra bientôt. Après plusieurs délibérations inquiètes,
Après avoir pesé longtemps le pour et le contre, ma passion prévalut sur mon humanité, et je me déterminai à faire tout ce qui m'était possible pour m'emparer d'un de ces sauvages, à quelque prix que ce fût. La question était de quelle manière je pourrais réussir. Mais comme je ne pouvais prendre là-dessus aucune mesure certaine d'avance, je résolus seulement de me mettre en sentinelle pour découvrir mes ennemis quand ils débarqueraient, et de former alors mon plan conformément aux circonstances qui s'offriraient à mes yeux. Dans cette vue, je ne manquai pas un jour d'aller reconnaître le terrain, mais je ne découvris rien pendant l'espace de 18 mois. Quoique pendant tout ce temps, j'allasse sans relâche sur les parties du rivage les plus fréquentées par les sauvages. La fatigue que me donnaient ces sorties inutiles, bien loin de me dégoûter comme autrefois de mon entreprise et d'émousser ma passion, ne fit que l'enflammer davantage. Je souhaitais aussi ardemment de rencontrer les cannibales que j'avais autrefois désiré les éviter. J'avais même alors tant de confiance en moi-même que je me faisais fort de m'assurer assez bien de 3 de ces sauvages, pour me les assujettir entièrement et pour leur ôter tout moyen de me nuire. Je me complaisais dans cette idée avantageuse de mon savoir-faire, et rien ne me manquait selon moi que l'occasion de l'employer. Elle parut à la fin se présenter. Un matin, je distinguai sur le rivage jusqu'à 6 canots dont les sauvages étaient à terre et hors de portée de ma vue. Je savais qu'ils venaient d'ordinaire au moins 5 ou 6 dans chaque barque. Par conséquent, leur nombre dérangeait toutes mes mesures. Quelle possibilité pour un seul homme d'en venir aux mains avec une trentaine? Cependant, après avoir été dans l'irrésolution pendant quelques moments, je préparais tout pour le combat. J'écoutais attentivement si j'entendais quelque bruit. Ensuite, laissant mes 2 fusils au pied de mon échelle, je me plaçais de manière que ma tête n'en dépassât pas le sommet. De là, j'aperçus, par le moyen de mes lunettes, qu'ils étaient au moins 30, qu'ils avaient allumé du feu pour préparer leur festin, et dansaient autour avec 1000 postures et 1000 gesticulations bizarres, selon la coutume du pays. Un moment après, je les vis arriver d'une barque, 2 misérables pour les mettre en pièces. Un de ces 2 tomba bientôt à terre, assommé, à ce que je crois, d'un coup de masse ou de sabre de bois. Sans délai, 2 ou 3 de ses bourreaux se jetèrent dessus, lui ouvrirent le corps et en préparèrent les morceaux pour leur infernale cuisine, tandis que l'autre victime se tenait là, attendant que ce fût son tour d'être immolé. Ce malheureux se trouvant alors un peu de liberté, la nature lui inspira quelque espérance de se sauver, et il se mit à courir avec toute la vitesse imaginable, directement de mon côté, c'est-à-dire du côté du rivage qui menait à mon habitation. J'avoue que je fus terriblement effrayée en le voyant prendre ce chemin, surtout parce que je m'imaginais qu'il allait être poursuivi par toute la troupe. Je restai néanmoins dans le même endroit, et j'eus bientôt lieu de me rassurer en voyant que 3 hommes seulement le poursuivaient, et qu'il gagnait considérablement de terrain sur eux, de sorte qu'il devait leur échapper indubitablement s'ils soutenaient cette course pendant une demi-heure. Il y avait au rivage, entre lui et mon château, une petite baie où il devait être arrêté nécessairement, à moins qu'il ne la passât par la nage. Mais quand il fut arrivé là, il ne s'en mit pas fort en peine, et quoique la marée fût haute, il s'y jeta à corps perdu, gagna l'autre bord en une trentaine d'élans tout au plus. Ensuite, il se remit à courir avec la même vitesse qu'auparavant. Quand ces 3 ennemis arrivèrent dans le même endroit, je remarquai qu'il n'y en avait que 2 qui sussent nager, et que le 3e, après s'être arrêté un instant sur le bord, s'en retourna à petits pas vers le lieu du festin, ce qui était un grand bonheur pour celui qui voyait. J'observai encore que les 2 qui nageaient mettaient à passer cette eau le double du temps que leurs prisonniers y avaient employé.
Je fus alors pleinement convaincue que l'occasion était favorable pour m'acquérir un compagnon, et que j'étais appelée évidemment par le ciel à sauver la vie de ce pauvre malheureux. Dans cette persuasion, je descendis précipitamment du rocher pour prendre mes fusils, et remontant avec la même ardeur, je m'avançai vers la mer. Je n'avais pas grand chemin à faire, et bientôt je me jetai entre les poursuivants et le poursuivi, en tâchant de lui faire entendre par mes cris de s'arrêter. Je lui fis encore signe de la main, mais je crois qu'au commencement, il avait tout aussi peur de moi que de ceux auxquels il tentait d'échapper. J'avançai cependant vers eux à pas lents, et ensuite, me jetant brusquement sur le premier, je l'assommai d'un coup de crosse. J'aimais mieux m'en défaire de cette manière que de faire feu sur lui, de peur d'être entendu des autres, quoique la chose fût fort difficile à une si grande distance. Il eût d'ailleurs été impossible aux sauvages de savoir ce que signifiait ce bruit inconnu. Le second, voyant tomber son camarade, s'arrête tout court, comme effrayé. Je continue d'aller droit à lui, mais en approchant, je le vois armé d'un arc auquel il ajuste une flèche, ce qui m'oblige à le prévenir, et je le jette à terre, roide mort du premier coup. Pour le pauvre fuyard, quoiqu'il vît ses deux ennemis hors de combat, il était si épouvanté du feu et du bruit qu'il s'arrêta tout à coup sans sortir du même endroit, et je vis dans son air troublé plus d'envie de s'enfuir que d'approcher. Je lui fis encore signe de venir à moi. Il fait quelques pas, puis il s'arrête encore, et continue ce même manège pendant quelques moments. Il s'imaginait sans doute qu'il était devenu prisonnier une seconde fois et qu'il allait être tué comme ses deux ennemis. Enfin, après que je lui ai fait signe d'approcher pour la troisième fois de la manière la plus propre à le rassurer, il s'y hasarda en se mettant à genoux à 10 ou 12 pas pour me témoigner son obéissance. Pendant tout ce temps, je lui souriais aussi gracieusement qu'il m'était possible. Enfin, étant arrivé près de moi, il se jette à mes genoux, baise la terre, prend un de mes pieds et le pose sur sa tête pour me faire comprendre sans doute qu'il me jurerait fidélité et qu'il me rendrait hommage en qualité d'esclave. Je le relevai en lui faisant des caresses pour l'encourager de plus en plus. Mais l'affaire n'était pas encore finie. Je vis bientôt que le sauvage que j'avais fait tomber d'un coup de crosse n'était pas mort, et qu'il n'avait été qu'étourdi. Je le fis remarquer à mon prisonnier qui là-dessus prononça quelques mots que je n'entendis pas, mais qui ne laissèrent pas de me charmer, car c'était le premier son d'une voix humaine qui eût frappé mes oreilles depuis 25 ans. Il n'était pas temps encore de m'abandonner à ce plaisir. Le sauvage avait déjà repris assez de force pour se mettre sur son séant, et la frayeur s'empara de mon captif. Néanmoins, dès qu'il me vit faire mine de lâcher mon second coup de fusil sur ce malheureux, il me fit entendre par signe qu'il souhaitait m'emprunter mon sabre, ce que je lui accordai. À peine s'en est-il saisi qu'il se jette sur son ennemi et lui tranche la tête d'un seul coup, aussi vite et aussi adroitement que pourrait le faire le plus habile bourreau de toute l'Allemagne. C'était pourtant la première fois de sa vie qu'il voyait une épée, à moins qu'on ne veuille donner ce nom aux sabres de bois qui sont les armes ordinaires de ces peuples. Cependant, j'ai appris dans la suite que ces sabres sont d'un bois si dur et si pesant, et qu'ils savent si bien les affiler, que d'un seul coup ils font voler une tête au-dessus des épaules. Après avoir fait cette expédition, il revint à moi en sautant et en faisant des éclats de rire pour célébrer son triomphe. Puis, avec 1000 gestes dont j'ignorais le sens, il mit mon sabre à mes pieds avec la tête du sauvage. Ce qui l'embarrassa extraordinairement, c'était la manière dont j'avais tué l'autre à une si grande distance. Et me le montrant, il me demanda par signe la permission de le voir de près. Arrivé tout près, sa surprise augmente. Il le regarde, le retourne tantôt d'un côté,
tantôt de l'autre. Il examine la blessure que la balle avait faite justement dans la poitrine et qui n'avait pas saigné beaucoup. Après l'avoir longtemps considéré, il revint à moi avec l'arc et les flèches du mort. Et moi, résolu de m'en aller, je lui ordonnai de me suivre, en le faisant entendre que je craignais que les sauvages ne fussent bientôt suivis d'un plus grand nombre. Il me fit signe ensuite qu'il allait enterrer les cadavres, de peur qu'ils ne fassent découvrir. Je le lui permis, et en un instant, il eut creusé 2 trous dans le sable où il les plaça l'un à l'autre. Cette précaution prise, je l'emmenai avec moi non dans mon château, mais dans la grotte que j'avais plus avant dans l'île. Arrivé dans ma grotte, je lui donnai du pain, une grappe de raisins secs et de l'eau dont il avait surtout grand besoin, étant fort altéré par la fatigue d'une si longue et si rude course. Je lui fis signe d'aller dormir en lui montrant un tas de paille de riz avec une couverture qui me servait de lit assez souvent à moi-même. C'était un grand garçon bien découplé, de 25 ans à peu près. Il était parfaitement bien fait. Tous ses membres, sans être fort gros, annonçaient un homme adroit et robuste. Son air mâle ne présentait aucun mélange de férocité. Au contraire, on voyait dans ses traits, surtout quand il souriait, cette douceur et cet agrément si sont particuliers aux Européens. Il n'avait pas les cheveux semblables à de la laine frisée, ils étaient longs et noirs. Son front était grand et élevé, ses yeux brillants et pleins de feu. Son teint n'était pas noir, mais fort basané, sans avoir rien de cette désagréable couleur tannée des habitants du Brésil et de la Virginie. Il approchait plutôt d'une légère couleur d'olive, dont il n'est pas aisé de donner une idée juste, mais qui me paraissait avoir quelque chose de fort agréable. Il avait le visage rond et le nez bien fait, la bouche belle et les lèvres minces, les dents bien rangées blanches comme de l'ivoire. Après avoir plutôt sommeillé que dormi pendant une demi-heure, il se réveilla et sortit de la grotte pour me rejoindre. J'avais été traire mes chèvres qui étaient dans l'enclos tout près de là. Il vint à moi en courant. Il se jette à mes pieds avec toutes les marques d'une âme véritablement reconnaissante. Il me renouvelle la cérémonie de me jurer fidélité en posant mon pied sur sa tête. En un mot, il fait tous les gestes imaginables pour m'exprimer son désir de s'assujettir à moi pour toujours. J'entendais la plupart de ses signes et je fis de mon mieux pour lui faire connaître que j'étais content de lui. Je commençai de suite à lui parler et il apprit à me parler à son tour. Je lui enseignai d'abord qu'il s'appellerait Vendredi, nom que je lui donnai en mémoire du jour auquel il était tombé en mon pouvoir. Je lui appris encore à me nommer son maître, à dire oui et non. Je lui donnai ensuite du lait dans un pot de terre. J'en bus le premier et j'y trempai mon pain. M'ayant imité, il me fit signe et qu'il le trouvait bon. Je restai avec lui toute la nuit suivante dans la grotte. Mais dès que le jour parut, je lui fis comprendre de me suivre et que je lui donnerais des habits, car il était absolument nu. En passant par l'endroit où il avait enterré les 2 sauvages, il me le montra, ainsi que des marques qu'il avait faites pour le reconnaître, en me faisant signe qu'il fallait déterrer ces corps et les manger. Je me donnai là-dessus l'air d'un homme fort en colère. Je lui exprimai l'horreur que j'avais d'une pareille pensée, en faisant comme si j'allais vomir, et je lui ordonnai de s'écarter de ces cadavres, ce qu'il fit dans le moment avec beaucoup de soumission. Je le menai ensuite avec moi en haut de la colline pour voir si les ennemis étaient partis, et en me servant de mes lunettes, je ne découvris que la place où ils avaient été, sans apercevoir ni eux ni leurs bâtiments, marque certaine qu'ils étaient rembarqués. Je n'étais pas encore entièrement satisfait de cette découverte, et me trouvant à présent plus de courage et par conséquent plus de curiosité, je pris mon esclave avec moi, armé de mon épée, et l'arc avec les flèches sur le dos, je lui fis porter un de mes mousquets.
J'en gardai deux moi-même, et de cette manière nous marchâmes vers le lieu du festin. En y arrivant, mon sang se glaça par l'horreur du spectacle qui ne fit pas le même effet sur vendredi. La place était couverte d'ossements et de chair à moitié mangée, en un mot, de toutes les marques du repas de triomphe par lequel les sauvages avaient célébré leur victoire sur leurs ennemis. Je vis à terre 3 crânes, 5 mains, les os de 2 ou 3 jambes et autant de pieds. Vendredi me fit entendre par ses signes qu'ils avaient emmené avec eux 4 prisonniers, qu'ils en avaient mangé 3, lui-même étant le 4e. Il y avait eu une grande bataille entre eux et sa nation, et qu'on avait fait de part et d'autre beaucoup de prisonniers, tous destinés au sort qu'avait subi ceux dont je voyais les restes. Je les fis ramasser en un monceau par mon esclave et réduire en cendres au moyen d'un grand brasier dont il les entoura. Je voyais bien que son estomac était avide de cette chair et que dans le cœur il était encore un vrai cannibale. Mais je lui témoignai tant d'horreur pour un appétit si dématuré qu'il n'osait pas le découvrir, de crainte que je ne le tuasse. Cette opération terminée, nous nous en retournâmes dans mon château, où je me mis à travailler aux habits de vendredi. Je lui donnai d'abord une culotte de toile que j'avais trouvée dans le coffre d'un des matelots. J'y ajoutai une veste en peau de chèvre, et comme j'étais devenu tailleur dans les formes, je lui fis encore un bonnet de la peau d'un lièvre, dont la façon n'était pas trop mauvaise. Il était charmé de se voir presque aussi brave que son maître, quoique d'abord il eut l'air fort grotesque avec ses habillements auxquels il n'était pas accoutumé. Sa culotte l'incommodait fort, et les manches de la veste le gênaient aux épaules et sous les bras. Mais tout cela s'élargit peu à peu dans les endroits nécessaires, et commença bientôt à lui devenir familier. Le jour d'après, je me mis à délibérer où je logerais mon domestique d'une manière commode pour lui, sans que j'eusse à craindre pour moi, s'il était assez ingrat pour attenter à ma vie. Je ne trouvais rien de plus convenable que de lui faire une hutte entre mes 2 retranchements, et je pris toutes les précautions nécessaires pour l'empêcher de venir dans mon château malgré moi. De plus, je résolus d'emporter chaque nuit dans ma demeure tout ce que j'avais d'armes en ma possession. Heureusement, toutes ces précautions n'étaient pas nécessaires. Jamais homme n'eut un serviteur plus fidèle, plus rempli de candeur et d'amour pour son maître. Il s'attachait à moi avec une tendresse véritablement filiale. Il était sans fantaisie, sans opiniâtreté, incapable d'emportement. Et en toute occasion, il aurait sacrifié sa vie pour sauver la mienne. Il m'en donna en peu de temps un si grand nombre de preuves qu'il me fut impossible de douter de son bon cœur et de l'inutilité de ma défiance à son égard. Enfin, j'étais charmée de mon nouveau compagnon. Je me faisais une affaire sérieuse de l'instruire et de lui enseigner à parler, et je le trouvais le meilleur écolier du monde. Il était si gai, si ravi quand il pouvait m'entendre ou faire en sorte que je l'entendisse, qu'il me communiquait sa joie et me faisait trouver un plaisir piquant dans nos conversations. Mes jours s'écoulaient alors dans une douce tranquillité, et pourvu que les sauvages me laissassent en paix, je consentais volontiers à finir ma vie dans ces lieux. Ainsi s'achève cette lecture. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Vous pouvez également me suivre sur mon blog à l'adresse carolinelegale.raconte-asmr.com. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche